7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Maud. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Ah oui, d'accord. Bon, il y a du travail. Merci Didier. Bonjour Christophe Bay, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes candidat pour le Rassemblement national dans la 3e circonscription d'Eure-et-Loir face à un front populaire, un front de gauche assez, en tout cas très motivé. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi de vous engager dans cette campagne, dans cette très courte campagne, Christophe Bay? Parce que je crois que c'est le moment ou jamais, effectivement, de donner enfin à la France un gouvernement d'union nationale autour de Jordan Bardella. Nous avons en face de nous maintenant une Macronie qui est en déshérence et une extrême gauche qui est menaçante. Donc, après avoir consulté plusieurs personnes, j'ai présenté cette candidature dans cette circonscription, qui est ma circonscription d'origine, puisque je suis originaire de Chartres. Mon grand-père était capitaine des sapeurs-pompiers de Chartres et toute ma belle famille et de Nogent-le-Rotrou. Voilà. Donc, c'est un choix effectivement qui a été pensé. Ouais. Après, effectivement, une carrière, comme vous savez, de haut fonctionnaire. J'ai eu cette chance et cet honneur de diriger la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022. Ouais. Et donc, suite logique, bien entendu, était que je puisse me présenter à cette élection législative qui sera capitale pour la France. Alors, avant de passer la parole à Didier Maisto, votre candidature a provoqué la création donc d'un front républicain dont on parlait tout à l'heure, avec une forte opposition. De qui est-elle constituée, cette opposition, Christophe Bay? Alors, je crois que cette circonscription est unique en France. Parce que j'ai en face de moi un front Macrono-Poutou qui va de Macron à Poutou en passant par Mélenchon. D'accord. Donc, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, franchement, une alliance bien sûr contre nature, qui s'est faite dans des conditions, bien sûr, de tambouille électorale, puisque la candidate Horizon a été éjectée dimanche, 1 heure avant la clôture des candidatures. Ah oui. Cette candidate a été, Horizon, qui était tout à fait légitime, a été éjectée par ce syndicat de notables, parce qu'en fait, c'est un syndicat de notables qui, ça me fait penser un petit peu à cette expression des tontons flingueurs, faut pas toucher au grisbi. Et donc, voilà, donc, je me retrouve donc face à un candidat qui est le maire de Nogent-le-Rotrou, qui radical de gauche et qui fait alliance donc avec Monsieur Mélenchon et Monsieur Poutou. Voilà, donc je serais très heureux de pouvoir discuter avec lui de son programme. Là, ça va être un petit peu compliqué, effectivement. Est-ce qu'il va être pour la retraite injuste et inefficace de Macron, ou est-ce qu'il va être pour la collectivisation des terres agricoles, comme propose Poutou? Est-ce qu'il est copain avec les islamo-gauchistes de Monsieur Mélenchon? Tout ça n'a pas de sens, et surtout, ça traduit un mépris total de l'électorat. Ça commence puisque le Parti communiste a fait savoir qu'il y allait à reculons. Voilà, donc c'est l'exemple type de ce que maintenant nos concitoyens, les Français, détestent. C'est-à-dire ces tambouilles électorales qui ne sont faites en fait que pour garder des postes. Ils n'ont aucun intérêt en fait vis-à-vis de leurs électeurs, aucun intérêt vis-à-vis de cette France rurale qui constitue l'essentiel de ma circonscription. Et voilà, donc je pense que tout ça n'est pas très sérieux. Hélas, effectivement, il va falloir faire face à cette alliance totalement hétéroclite. Ouais. Christophe, une simple question avant de passer la parole à Didier Maisto. Vous aurez le temps de débattre avec vos adversaires, ou parce que c'est quand même très court, 15 jours, de vous opposer un peu? Je le souhaite vivement, je le souhaite. Donc, sur la circonscription, il y a un candidat républicain, un candidat lutte ouvrière et sur le maire de Nogent-le-Rotrou et moi-même. Bien entendu, moi, ce que je souhaite avant tout, bien sûr, c'est
c'est de discuter et de débattre avec mes candidats, si c'est tout à fait possible. Je le souhaite plus que vivement, parce que j'aurais vraiment plein de questions à poser, notamment à M. Hubbard. Ouais, très bien. Didier Maisto. Oui, alors, bon, on a compris que vous situez votre campagne dans, effectivement, un ancrage local dans cette région rurale, cette perche que je connais bien puisque j'y vis, à quelques encablures de nos gens le retrouvent. Ah ben moi-même, c'est pareil. Il faudra qu'on se rencontre, M. Maisto. Je suis Voilà. dans le même cas. Je suis pas du tout à parachuter parce que j'ai une maison finalement dans le Perche. Bon, alors, et très bien. Alors, écoutez, On aura l'occasion de se retrouver, j'espère. la question que nombreux Français se posent, c'est qu'évidemment, Jordan Bardella a fait plusieurs sorties ces derniers jours et a essayé de donner un peu un calendrier, hein, si toutefois il arrivait au pouvoir, si le Rassemblement national était en tête. Alors d'abord, il a dit que Matignon, s'il n'y a pas de majorité absolue, pourquoi accepter alors qu'on n'aurait pas les manettes, premièrement. Et surtout, il a donné l'impression, et même plus que ça, de reculer un peu sur des mesures phares. La réforme des retraites, bon, il y a eu plusieurs affirmations un peu contradictoires, hein, avec évidemment M. Ciotti, qui lui avait maintenu, avec son petit groupe au Parlement, à l'Assemblée nationale, et n'avait pas voté la motion de censure, et avait maintenu le gouvernement Macron, avait voté en faveur de la réforme des retraites. Mais peut-être plus troublant, c'est l'abandon ou le report s'inédié de la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Est-ce que cela, selon vous, n'est pas de nature un peu à troubler le message et à perdre cet électorat populaire que vous appelez de vos voeux jusqu'ici dans votre campagne? Je vous remercie de cette question parce qu'effectivement, ça va permettre de clarifier les choses. Le programme de Jordan Bardella, si il est Premier ministre, à condition, et vous avez justement rappelé, que le Rassemblement national et ses alliés aient une majorité absolue, parce que sinon, ça ne servira strictement à rien, on ne va pas retomber dans les affres que l'on a connus, qui est majorité relative de la Macronie. Donc, en fait, le programme de Jordan Bardella s'articule en 2 temps. Le premier temps, c'est le temps des urgences, c'est-à-dire de sa nomination, je souhaite vivement, comme Premier ministre, temps des urgences qui sera marqué par quoi? Par justement, et vous l'avez rappelé, d'abord le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi concrètement? Il faut le dire et il faut le rappeler à vos auditeurs et aux Français. Tout d'abord, c'est la baisse de la TVA sur tout ce qui est l'énergie. On passe de 20 à 5,5. Ça, c'est la première des choses, la première des mesures qui ira directement en faveur des Français. Deuxième mesure, c'est l'annulation immédiate de l'augmentation de 10% des tarifs de l'électricité qui était prévue au mois de juillet par M. Macron et M. Et, peut-être vous livrez un scoop, le premier déplacement que fera Jordan Bardella, ça sera à la Commission européenne pour renégocier la participation de la France au tarif, au marché commun, de l'électricité, et demander exactement, c'est possible, de demander le retrait momentané de la France de ce marché, comme l'ont obtenu le Portugal et l'Espagne. Vous voyez, comme quoi c'est possible. Quand on veut, on peut. Ce qui prouve bien que la Macronie, en fait, dans son européanisme fou, en fait, a renoncé en fait à servir les Français au profit donc d'une idéologie européaniste qui sacrifie sur l'autel du libéralisme les Français. Donc ça, c'est le temps de l'urgence. L'urgence, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, bien entendu. J'ai largement participé à l'élaboration du programme Marine Le Pen sur les questions de sécurité et d'immigration. Donc, ce sont des sujets que je connais très, très bien. Bien sûr, qui se caractériseront donc par le rétablissement des peines planchées, l'expulsion, bien sûr, de tous les fichiers S étrangers. On en a quand même 4500 en France. On peut se demander ce qu'ils font encore, ces personnes de nationalité étrangère font en France. Et puis, ça sera, bien sûr, la lutte contre l'insécurité.
et avec le rétablissement des peines planchées et une réforme du code pénal et du code de procédure pénale autour du thème de la certitude de la peine qu'a initié Jean-Paul Garot, notre député européen et magistrat. Alors justement, une question qui est directement reliée, puisque vous avez été au cœur de l'appareil d'État. Vous êtes énarque, vous avez été préfet, secrétaire général de préfecture aussi. On a vu petit à petit quand même une haute fonction publique se mettre en ordre de bataille derrière le Rassemblement national, avec beaucoup d'étonnement dans le public parfois, ou de protestation. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez vu un certain nombre de vos collègues de la haute fonction publique travailler d'abord, je dirais, en secret, en sous-main, pour les idées portées par le Rassemblement national? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est généralisé? Et est-ce que ça fait plus tellement peur? Ou est-ce qu'il y a encore des mouvements de résistance qui estiment que c'est pas tout à fait normal et que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres? Et très bonne question, si je puis me permettre, sans aucune flagornerie. Alors, en fait, il y a deux sous-questions dans votre question. La première, effectivement, depuis maintenant plusieurs années, s'était créé, donc non pas dans le secret, mais dans la discrétion, ce qui est facilement imaginable, comme ça existait au niveau de la gauche avec les GRAC, un groupe de réflexion de hauts fonctionnaires, mais aussi de chefs d'entreprise, autour de Marine Le Pen, qui s'appelait les Horaces. Donc effectivement, et qui a largement contribué à l'élaboration de son programme présidentiel en 2022. Bien sûr, cette volonté de la candidate de professionnaliser son programme. Et puis maintenant, nous avons effectivement un nouveau phénomène qui apparaît, qui est le positionnement. Quel sera le positionnement de la haute fonction publique vis-à-vis de l'arrivée comme Premier ministre de Jordan Bardella et d'une majorité du Rassemblement national? Alors, moi, j'ai, de par, comme vous l'avez rappelé, mon expérience, j'ai une certitude. Une certitude, c'est que ce qui est dans l'ADN de la haute fonction publique, c'est la loyauté. Alors, bien sûr, il y a quelques individus, bien sûr, qui voudront se faire monter. On ne les retiendra pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça, j'en ai le témoignage, bien sûr, de beaucoup de mes collègues préfets, c'est que à partir du moment où vous avez un gouvernement qui est issu et qui est légitimisé par les élections, ça ne pose aucun problème, bien entendu, à la haute fonction publique, que ce soit effectivement les hauts fonctionnaires d'administration centrale, que ce soit les préfets ou les diplomates. Donc là-dessus, je suis mais vraiment d'une sérénité, et elle est sincère, croyez-moi, parce que je connais bien mes collègues après 35 ans de service public, et donc ce qui va caractériser en premier lieu donc cette haute fonction publique, ça va être son principe de la loyauté. C'est-à-dire que, vous savez, un fonctionnaire, comme on dit, pour reprendre la phrase de De Gaulle, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Et pour fonctionner, il a besoin d'instructions. Ce que n'ont pas eu mes collègues qui sont en poste soit en administration centrale, soit en territorial ou en poste diplomatique, c'était le néant. C'était en gros à votre bon cœur, débrouillez-vous. Enfin, bon, ça a été ce temps de la Macronie a été effectivement un temps de la déshérence de la haute fonction. Et donc, une des premières mesures, mais c'est le deuxième temps que j'ai pas eu le temps d'évoquer, Monsieur Maisto, c'est le deuxième temps des réformes qui interviendra donc à partir de la loi budgétaire, donc la réforme de fonds, notamment bien entendu la réforme des retraites. Mais pour revenir à votre question, bien sûr, nous engagerons le rétablissement du corps préfectoral et du corps diplomatique qui ont été donc supprimés par Macron, parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était un spoil system américain qui ne correspondait absolument pas à la culture de la haute fonction publique, je dirais, depuis la royauté, et qui, en fait, il voulait avoir des ambassadeurs, des préfets, des hauts fonctionnaires Kleenex. En gros, je te prends pendant 3 ans, après, hop, je te jette. Enfin bon, un truc vraiment qui ne correspond pas à notre culture. Donc, effectivement, pour répondre donc
de façon sereine et précise et avec certitude, la haute fonction publique fera son travail, fera son devoir, comme elle a l'habitude de le faire depuis maintenant des décennies, pour ne pas dire des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers. Christophe Bay, pour revenir un petit peu à votre territoire, à votre circonscription, on a parlé tout à l'heure de ce front républicain, donc de vos principaux adversaires. Moi, j'aime pas le terme, j'aime pas du tout le terme de front républicain. Moi, j'appelle plutôt ça le front du déshonneur. Oui. Il n'a rien de républicain. Quand on a parmi ses alliés Monsieur Poutou et Monsieur Mélenchon, Monsieur Poutou qui veut désarmer les policiers, Monsieur Poutou qui veut avec LFI porter des candidats qui sont fichés S. Pour moi, c'est tout sauf un front républicain. Oui, le vrai front républicain, c'est celui de Jordan Bardella et de ses alliés. Et on ne peut, c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, plutôt le front du déshonneur. Alors, on a beaucoup parlé d'Union des droites ce matin et les jours précédents, forcément, c'est au cœur de l'actu. Vous, est-ce que vous êtes concerné par cette union, par des alliances quelconques ? Alors, non, moi, je suis candidat Rassemblement national. Dans la 4e circonscription de Réloir, de Châteaudun, il y a un candidat, effectivement, qui est soutenu par Éric Ciotti. Ouais. Mais pour ma part, effectivement, je suis candidat Rassemblement national. Voilà. Et face à vous, alors justement, il y a eu un effondrement de la part, créé par Emmanuel Macron et ses turiféraires depuis 7 ans, un effondrement de la droite et de la gauche. Donc, évidemment, la nature ayant horreur du vide, les citoyens sont allés rechercher du clivage. Hein. Alors, on dit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et est-ce que vous avez l'impression, vous, finalement, que, en dépit d'un discours qui était largement énoncé par le Rassemblement national, qui était un peu au-dessus des partis, on n'est pas là en train de recomposer finalement la droite d'un côté et la gauche de l'autre, ou les droites et les gauches, parce que dans l'opinion française, il apparaît clair que le Rassemblement national est un parti classé à droite ou à l'extrême droite, peu importe, mais en tout cas sur la droite de l'échiquier. Est-ce que ce sont des valeurs ou une classification que vous revendiquez, que vous reconnaissez, ou à contrario, qui vous semble limitative ou fausse? Elle est limitative parce que l'objectif qu'a porté et que porte toujours Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est vraiment l'union de tous les Français. C'est plutôt une union à la De Gaulle. Puis il y a effectivement des formations de droite qui nous rejoignent, très bien, mais nous avons par exemple des candidats de très très grande qualité qui viennent aussi de la gauche. Je pense notamment Andréa Cotarac. Donc nous restons toujours, c'est pour ça d'ailleurs que Jordan Bardella a choisi comme thème majeur le gouvernement d'union nationale et non pas un gouvernement d'union des droites. Donc effectivement, le terme d'union des droites est un petit peu réductrice, même si effectivement, donc, c'est avec grand plaisir que nous avons pu accueillir dans cette alliance Éric Ciotti, qui est le président, je le rappelle quand même, le président légitime reconnu par la justice des Républicains. Mais pour répondre précisément à la question, nous sommes vraiment dans cette logique, dans cette culture de l'union nationale qui correspond tout à fait à la tradition gaulliste d'union des Français. Est-ce que vous diriez que c'est un clivage essentiel, crucial, important, avec Reconquête, et en tout cas par les Reconquête version Knafo-Zemmour, qui eux revendiquent une guerre un peu de civilisation, une civilisation judéo-chrétienne, un certain libéralisme, et on est plus dans l'essence, là, je dirais, d'une droite libérale, ou ultralibérale, ou néolibérale, axée sur les valeurs familiales, chrétiennes. Est-ce que c'est un clivage signifiant? Et est-ce que le fait que M. Ciotti, qui est plutôt, lui, dans cette famille de pensée, quand on écoute ses discours des dernières années, est-ce que ça n'a pas créé un peu de trouble dans la perception, justement,
de ce qui a été défendu par le Rassemblement national ces dernières années. Je crois que là-dessus, il y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, nous nous inscrivons effectivement dans une tradition de défense des valeurs civilisationnelles françaises, des traditions françaises, de la culture française. Ce qui a fait la différence avec Éric Zemmour, enfin maintenant on parler peut-être de feu reconquête, puisque, comme vous le savez, Marion Maréchal et 3 autres députés européens ont décidé de rompre avec Éric Zemmour. Ce qui fait la différence avec Éric Zemmour, mais là-dessus, j'ai pas trop de soucis, parce que si on se réfère aux élections présidentielles, 85% des électeurs d'Éric Zemmour avaient voté Marine Le Pen au second tour. Mais ce qui nous a effectivement différenciés, c'est pas tant l'aspect civilisationnel que l'aspect effectivement économique. Quand j'écoutais Éric Zemmour dans la campagne présidentielle, je pensais toujours à cette phrase de Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Dans La folie des grandeurs. Vous savez, c'est le ministre des Finances, et il dit les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et donc, j'avais à chaque fois ce goût d'amertume un petit peu dans la bouche quand je l'entendais. Mais maintenant, je crois que tout ça est dépassé. Je crois qu'il y aura un sursaut des patriotes évident au second tour de cette élection législative. Et bien entendu, quel que soit le bord, que ce soit des gens comme Kuzmanovic, que ce soit des électeurs d'Éric Zemmour, ils se porteront largement sur le candidat de l'Union nationale que défend Jordan Bardella. Votre regard peut-être justement sur Reconquête, sur ce divorce entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, cette déflagration ? Est-ce que pour vous c'est aussi un petit peu la fin de Reconquête ? Pourquoi le Rassemblement national n'a pas souhaité négocier aussi avec Éric Zemmour ? Christophe Bay. Alors écoutez, ça là-dessus, je vais pas vous faire une réponse de Gascon, mais je n'ai absolument pas participé d'une façon ou d'une autre aux négociations qui se sont tenues entre Marion Maréchal et l'équipe de direction du Rassemblement national. Donc je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce qui a conduit Marion Maréchal à rompre avec Éric Zemmour. Donc je me permettrai non pas d'esquiver la réponse, mais moi j'aime bien apporter des réponses quand je connais le fond des dossiers. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, je vous propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité. Il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Didier Maistot. Oui, alors on va peut-être maintenant se concentrer un peu sur votre circonscription et sur le local. Dans nos territoires ruraux qui souffrent beaucoup, je rappelle pour nos auditeurs que 80% de la population vit sur 20% du territoire. C'est pas nouveau, ça date de la DATAR, du Commissariat général au plan. On sait ça depuis 40 ans et ça ne fait que malheureusement augmenter. Comment comptez-vous faire pour réinsuffler de la vie dans nos campagnes qui sont magnifiques, où il y a pas de transport, où il y a pas d'infrastructure, où les écoles ferment les unes après les autres. J'étais dans la Sarthe ce week-end, à quelques kilomètres. Ce sont des villages entiers qui sont désertifiés, des maisons abandonnées. Ça fait mal au cœur. Quelles sont vos premières mesures pour essayer de renverser la vapeur et de refaire un pays un peu plus équilibré sur son territoire qui est varié et qui est superbe? Et là aussi, merci pour cette question, parce qu'elle est au cœur de mon programme en tant que candidat sur cette 3e circonscription. Je dirais que je serai le candidat de la France des oubliés, de la France de ces oubliés qui ont été sacrifiés parfois au profit de quartiers dits en difficulté. Je rappelle quand même que 90 milliards d'euros en 10 ans ont été consacrés à ces quartiers. On a vu le résultat et on a complètement abandonné nos territoires. C'est le constat que je fais depuis maintenant une semaine. Je parcours ce territoire, je rencontre des maires, je rencontre des agriculteurs, et la première chose dont ils me parlent, c'est
ne nous oubliez pas, on existe, c'est nous la France, nous faisons vivre la France. Alors concrètement, plusieurs axes de travail. Le premier, ce dont on me parle tout de suite, c'est l'accès aux soins. Bon, c'est capital. C'est la lutte de ce qu'on appelle, donc, dans cette diagonale du vide, c'est le terme que nous avons repris, l'accès aux soins médicaux. Ça devient plus qu'inquiétant, c'est-à-dire que la santé de nos concitoyens est directement menacée. Alors, on a une mesure très, très concrète. C'est de permettre aux médecins retraités de reprendre de l'activité et le surplus de revenus dégagés par cette activité sera déduit de l'impôt sur le revenu. Ils ne paieront pas d'impôt sur le revenu. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est bien sûr le moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux. Nous avons, je le rappelle, au niveau national, en 20 ans, fermé plus de 80 000 lits d'hospitalisation complète. Alors certes, on a ouvert de l'ambulatoire, mais en termes de présence, puis en termes aussi, qui dit lit d'hospitalisation complète, dit présence de personnel local. Donc c'est le moratoire sur ces fermetures de lits. Troisième mesure également qui me semble très importante dans ce domaine, c'est de mettre fin à ce salmigondis de normes. Je vais vous citer un exemple. Un maire veut implanter justement un cabinet médical dans sa commune. Il n'est pas en zone de revitalisation rurale. Donc, il n'a droit à aucune aide. Alors que son voisin, son maire, collègue voisin, y a droit. Tout ça, c'est de l'aberration. Il faudra mettre tout ça tout ça, mettre fin à toutes ces normes. Comment revitaliser? Mais redonner de la liberté aux agriculteurs. Hier, j'étais chez un agriculteur qui me racontait, bien sûr, l'horreur des normes qu'on leur impose et que nous n'imposons pas, nous, Français, aux produits que nous importons. Il m'a parlé, bien sûr, du blé ukrainien qui ne correspond absolument pas aux normes françaises. Il m'a parlé, il y avait un producteur de volailles, il m'a dit, j'ai 7 niveaux de contrôle. Contrôle des bâtiments, contrôle phytosanitaire, contrôle de la qualité des œufs, contrôle vétérinaire. Bon, c'est de la folie. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Et là-dessus, il faut reconnaître que l'Union européenne n'est pas uniquement responsable. On a en France une fâcheuse tendance, et j'en sais quelque chose pour avoir exercé les fonctions que j'ai exercées, on a une fâcheuse tendance à produire de la norme nous-mêmes pour de la norme. Tout ça devra faire l'objet, et ça figure effectivement dans le deuxième temps des réformes que je n'ai pas pu aborder tout à l'heure avec vous, des Maisto, du mois d'octobre, c'est-à-dire du temps de la réforme budgétaire, où nous allons, procéder à un très large, mais très très large balayage des simplifications administratives. Voilà, donc c'est le squelette un petit peu de ce que l'on fera dans un premier temps en faveur du monde rural. Et puis après, il faut parler de l'économie. On a 25 000, j'exagère, 25 000 types d'aides pour les centres-bourgs. Hein, vous avez là. Donc on fait du saupoudrage. Parce qu'en fait, ce qui est capital, hein, la ruralité, elle se construit autour d'un centre-bourg, et puis après autour de villages entre guillemets annexes. Eh bien, cette politique de revitalisation des centres-bourgs est totalement incompréhensible. Là aussi, j'avais un maire hier qui m'expliquait qu'il ne savait plus à quelle porte il fallait frapper. S'il demandait un type de subvention qui s'appelle la DETR au préfet, il n'en avait pas. Mais par contre, s'il disait ah ben, je vais faire un machin, mais sous le label fond vert, alors là, il avait droit à de l'argent. Tout ça n'a aucun sens. Il faudra qu'on simplifie effectivement tout cela et qu'on traite nos territoires ruraux sur un pied d'égalité avec l'ensemble de notre territoire. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes.
On voit que tous les services publics ont été digitalisés, hein, avec des maisons de l'État finalement qui sont un peu symboliques. Est-ce que vous envisagez quelque chose, une espèce de retour en arrière, mais qui ne serait pas vraiment un retour en arrière, c'est-à-dire une présence humaine dans les services publics, avec des services publics à nouveau accueillants et des vraies personnes pour régler le problème des citoyens, et pas simplement des algorithmes, des programmes, parce que notamment les plus anciens d'entre nous sont complètement dépassés et débordés par tout ça. En 30 secondes, s'il vous plaît, on n'a pas une seconde de plus. Alors moi, je pense qu'effectivement, cette politique qui est indispensable doit passer par une action politique très très forte. Cette action politique très très forte, c'est de redonner des pouvoirs et donc des moyens aux maires. Dire la personne référente pour nos concitoyens, c'est peut-être un peu le député, c'est certainement pas le ministre, c'est le maire, et c'est autour du maire que l'on doit reconstruire ces services publics, des services publics humains. Ouais. Des services publics humains. Merci beaucoup Christophe Bay, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Didier Maisto. Christophe Bay, je rappelle que vous êtes candidat RN dans la 3e circonscription d'Eure-et-Loir. Merci d'avoir accepté donc cette invitation et à très bientôt.